sa conviction profonde, et vous allez le voir, hein, qu'il y met du cœur, sa conviction, c'est que les médias généralistes tiennent encore le haut du pavé. Il va nous dire pourquoi. Merci beaucoup d'accueillir Dominique Volton. On peut l'applaudir, directeur de recherche au CNRS. Ça va? On va se mettre côte à côte, on va se mettre là, comme ça. Prenez un petit micro. Prenez un petit micro. Je vais vous citer d'emblée, Dominique. Non, mais je peux vous dire qu'il y a du monde. Ça, je vous garantis. L'amphi est quasiment plein. Je crois qu'on est près de 400 ce matin. Je vais vous citer d'emblée. Vous dites, les médias historiques ne sont pas dépassés par le digital. C'est clair, c'est net. Pourquoi dites-vous cela? Avec le micro. Oui, le micro. Là. Je sais. D'abord, avant de répondre à cette question, je vais répondre bien sûr, je voudrais quand même dire que ma vie de recherche, puisque je ne fais que de la recherche fondamentale, c'est de s'intéresser à la communication pour une raison très simple que je suis capable de mieux dire maintenant qu'il y a 30 à 40 ans, c'est-à-dire que la communication ne marche jamais. C'est pour le moment ce qui nous obsède le plus, aimer et être aimé, et nous passons notre temps à découvrir que l'autre ne nous aime pas et réciproquement. Donc ce qui m'intéresse, c'est l'incommunication, c'est cette situation intermédiaire dans laquelle on est tous, où en fait ça ne marche pas, et on se met à négocier pour que ça ne se casse pas la gueule complètement. Donc je distingue communication, incommunication, qui est centrale mais dont on ne s'occupe pas, et la communication qui est l'échec dans un couple, dans une famille ou la guerre. Donc c'est vrai que je suis intéressé par comment les gens arrivent à cohabiter quand ils n'ont rien à se dire. Et le mot que j'aime bien, et on va revenir sur la question du lien social, c'est quoi le lien social? C'est que de la négo pour arriver à cohabiter. Et l'exemple le plus extraordinaire, et je voudrais le redire ici si j'ai une idée à passer, c'est l'Europe. On se déteste, on n'a rien à se dire. On a fait les plus immenses massacres entre nous, religieux, politiques, militaires. Et l'Europe, depuis 70 ans, se fabrique. Et bizarrement, les Européens comme les Français n'aiment pas ce qu'ils font, mais ce que nous faisons, c'est gigantesque. On ne s'aime pas, on ne communique pas, on est dans la négo, on est dans l'incommunication, et c'est le plus grand projet politique pacifique de l'histoire du monde. Donc c'est extraordinaire l'Europe, et c'est la preuve que quand ça ne devrait pas marcher, ça marche quand même. Donc il y a de l'espoir. Alors le lien social, c'est quoi? C'est la même question. Bon, d'abord, ça ne se décrète pas. J'ai regardé dans ma biblio, il y a 30 ans, j'ai écrit un bouquin qui s'appelait « Éloge du grand public ». Et en fait, je montrais à l'époque, tout le monde se foutait du lien social, que c'était foutu, que c'était fini, parce que c'était le développement des chaînes thématiques. Aujourd'hui, on est 30 à 40 ans plus tard. J'ai dit 30, mais c'est un peu plus que 30 ans, parce que je n'ai pas 20 ans, j'ai justement dit 30. Le lien social, c'est devenu l'obsession. Et ça ne se décrète pas, le lien social. Et le mot qui me vient le plus pour comprendre quand il existe ou pas, c'est quand ça percole. C'est que le lien social, il se fait de manière invisible. Et bien sûr, on peut le mettre en objectif. Mais ça veut dire que, 1, on ne peut pas le décréter, que 2, c'est une action quotidienne, et que 3, c'est de l'incommunication, pur beurre, le lien social, c'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord, mais on cohabite. On s'engueule, on discute dans un couple, dans une famille, dans une entreprise. Et donc, par conséquent, tout ce qui permet de rapprocher des gens qui n'ont rien en commun, c'est un objectif politique au sens large, anthropologique en réalité. Et quand vous prenez ensemble comme, c'est un superbe mot, putain, faites attention, parce qu'ensemble, c'est ensemble, c'est tout le monde. Donc c'est quand même lutter contre la haine, lutter contre le racisme, lutter pour éviter que les migrants se noient dans la Méditerranée. Moi, j'ai fait mon avant-dernier bouquin, je l'ai fait avec le pape François, ça m'a quand même marqué, j'ai passé 1 an et demi avec lui. Lui, il n'arrête pas de dire cette chose très simple sur la question d'ensemble. N'oublions jamais que nous sommes tous, j'en ai là, pardonnez-moi, j'en ai le frisson, parce que c'est vrai, j'admire ce mec, enfin, ce pape. Non, parce que faut voir ce que c'est qu'un pape, c'est un tout petit bonhomme qui n'a rien, il n'a aucun pouvoir. Bref, n'oublions pas que nous sommes tous des migrants à 3 générations et des migrants illégaux. Une fois qu'on a dit ça, on ne peut pas les laisser se noyer. Mais si vous prenez le concept et ce mot ensemble, il est aussi capable de devoir aborder. Bon, je m'arrête. J'ai oublié la question. Non, la question, elle était simple. C'était les médias historiques. Pourquoi oui. On n'a que 25 minutes, attention, oui, Dominique. Je sais, en plus, c'est dégueulasse. Il m'avait dit que tu avais 10 minutes pour parler. Ils me les ont sucrés, donc je suis directement en plateau. Et en plus, on va me couper avant parce qu'on est déjà en retard. Bon, d'accord, c'est pas... Bien sûr que non, bien sûr que non. Pas... non, mais revenons sur les médias historiques par rapport au digital. Alors, oui, ça c'est fondamental. Le rôle des médias historiques. L'avantage, c'est que j'ai quand même travaillé sur les médias il y a très longtemps, sur l'informatique d'abord, sur la télévision ensuite. Et naturellement, ce qui me fascine dans les médias généralistes, et ça a été dit tout à l'heure, c'est pas difficile de faire du thématique ou de faire des réseaux. C'est très difficile de faire du média généraliste. Et il n'y en a pas beaucoup, et c'est pour ça que ce soit TF1 ou le groupe France Télévisions, c'est le même enjeu. S'adresser à tout le monde et essayer de satisfaire tout le monde, 1, c'est très difficile.
Donc toute la fragmentation, qu'est-ce qu'on a dit dans les médias de masse à partir des années 70? On a dit ouais, c'est très emmerdant la télévision, il faut beaucoup plus de chaînes, sinon il n'y a pas de liberté. On a fait plusieurs chaînes généralistes et puis après on a dit mais de toute façon on ne va pas s'embêter avec ça, il faut du thématique. Le thématique c'est la liberté individuelle. Et on est parti dans la folie du thématique bien avant l'arrivée du numérique. Et c'était déjà le thème, le lien social c'est un vieux truc, et moi si j'aime le sexe, la religion ou la politique, je prends mes chaînes thématiques. Et donc la bataille intellectuelle et politique entre le thématique et le généraliste, elle date depuis les années 70. Avant, c'était la bataille pour les médias de masse avec la démocratie de masse. Les fondateurs de la télévision et de la radio avant, dans les années 30, c'était des amoureux du collectif, c'était des projets politiques. Pas politique au sens gauche-droite, mais c'était d'émancipation. Et on a eu ça au début de la télé. Et à partir des années 70, on a dit c'est complètement ringard, tout ça. Il faut du lien, on s'en fout du lien social. C'est pour ça que j'avais écrit ce bouquin, Éloge du grand public. On ne peut pas faire cohabiter des chaînes généralistes et des chaînes thématiques. On peut les faire cohabiter techniquement. On ne peut pas avoir non plus 30 chaînes généralistes. Non, c'est pas ça la question. La question, c'est de dire, OK, why not dans la segmentation? Ouais. Mais le problème principal, c'est comment est-ce qu'on va faire tenir ensemble des gens qui se détestent. C'est ça la question du lien social. On n'a rien à se dire, mais on ne se tue pas. Et on est même capable éventuellement de se réunir et discuter. L'enjeu aujourd'hui mondial, c'est la segmentation. Pourquoi? Parce que l'aspiration individuelle, je parle des pays riches, mais ça va de plus en plus. Elle est gigantesque, on ne l'arrêtera jamais. Techniquement, on peut faire autant de marchés qu'il y a de marchés individuels solvables. Donc toute l'idéologie, tout le discours de la com va aller vers un discours de segmentation au nom des libertés individuelles. Et c'est en ça qu'on retrouve une question politique gigantesque, c'est que le lien social ou les médias généralistes, c'est la même question, par rapport à ça, c'est fondamental. Ça. Ou bien la segmentation individuelle interactive l'emporte avec tous mes désirs, ce que je fais quand je veux, gna 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 gna, et à ce moment-là, c'est la schizophrénie totale. Ou bien on dit, mais non, bon Dieu, on ne fait pas seulement partie d'une société, on ne fait pas seulement partie des individus, on ne fait pas seulement partie des communautés, qui est un mot extrêmement piège, on fait aussi partie d'une société. Et une société, c'est quoi? C'est qu'on n'a rien à se dire, on se déteste, mais on ne se tue pas. C'est la même question pour l'Europe dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, oui à toutes les thématiques du monde, oui à toutes les interactivités individuelles, oui à toutes les solitudes dans la liberté. Mais le problème principal, c'est qu'on a envie de retrouver quelqu'un. Un exemple, 1000. Moi, j'aime bien les groupes de rencontres, là, quand on se cherche. Mais le jour où le mec ou la nana, ou les deux mecs ou les deux nanas se retrouvent au café de la gare, alors qu'ils ont tous les deux menti sur leur bio, le poids, l'âge et compagnie, qui voient la gueule qu'ils ont les uns les autres, tout commence à ce moment-là. Et c'est ça que j'adore. C'est-à-dire que, putain, il est moche, il est con. Eh ben, les trois quarts, on reste parce qu'on est tellement seuls qu'on peut faire. Mais oui, la solitude, c'est effrayant. Donc, le lien social, c'est ce qui essaie de, non pas d'intégrer, mais de faire cohabiter. Et j'insiste beaucoup sur ces mots modestes. Cohabitation, négociation. Vous savez qu'aujourd'hui, le digital est partout et que le digital fragmente. Mais alors, attendez, moi j'ai commencé sur les questions d'informatique il y a 40 ans. On me racontait déjà que le monde de demain, on nous emmerde avec l'IA qui doit, soi-disant, tout changer. Mais ça fait au moins 30 ans qu'on dit que tout doit changer. Ou 50 ans. C'est-à-dire que l'homme est fou. En fait, il y a une bataille entre l'homme et entre la technique et la communication, donc l'homme. On préfère toujours la technique. Vous savez pourquoi? Parce que la communication humaine entre nous, c'est tellement difficile, c'est tellement chiant, ça marche tellement pas. Comment on adore on adore toutes ces saloperies-là. Vous voyez? Ou là, on s'imagine que ça marche. Mais la seule question importante qu'on met sur ce truc-là, où on peut accéder à toutes les bases et les banques de données, c'est le T où? Qu'on pose 15 fois par jour aux gens qu'on aime bien. T'es où, ses amants, ses maîtresses, ses gosses, ses parents, tout le bordel. Le t'es où, c'est drôle, c'est exactement l'inverse de ça. On devait avoir la liberté, on se refout un fil. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que nous, les hommes, on n'aime qu'une chose, c'est l'autre, c'est l'amour. Et en même temps, on ne peut pas le voir. Vous comprenez? La question de l'altérité, je finis juste là-dessus parce que le problème central, c'est pas seulement de faire du ensemble chez nous en Europe, on devrait le faire beaucoup plus. C'est aussi d'être capable d'aborder la question de l'altérité dans le monde. On n'a rien à se dire dans le monde, on se déteste. Vous n'avez rien à dire à un Indonésien réciproquement. Comment éviter que cette communication facilitée n'aboutisse pas non pas à plus de compréhension et de respect, ce que l'on croit tous naïvement, alors que ce n'est pas vrai, et comment éviter qu'elle arrive à la guerre et la haine? L'autre, on ne l'aime pas. Vous comprenez? Et donc, par conséquent, il va nous falloir un immense projet politique collectif d'émancipation pour dire, bon, OK, on ne va jamais se comprendre, mais on ne va pas se tuer déjà. Et c'est pour ça que la communication m'intéresse, non pas comme, mais comme, qu'est-ce qu'il faut faire comme négo pour qu'on ne se tue pas et qu'on cohabite. Donc l'ensemble, il ne va pas seulement pour chez nous, on peut y arriver, mais il va sur l'Europe et surtout, il va sur la mondialisation. Comment on va faire pour les supporter, les autres? S'il y a si peu d'émotions sur les migrants, c'est parce que quelque part, ce n'est pas les nôtres. Quand c'est les nôtres, on fait attention. La haine de l'autre, ça fait partie de l'anthropologie la plus élémentaire. Et moi, la question théorique qui m'intéresse, c'est plus il y a de tuyaux, plus il y a d'interactivité, plus il y a je peux raconter ce que je veux quand je veux, gna 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 gna, moins ça change les choses. Donc c'est pour ça que les médias généralistes, c'est les plus importants de tous, parce qu'ils s'adressent à tout le monde. Et je dis plusieurs fois, je trouve que les médias de masse
J'ai dit plusieurs choses. J'étais administrateur de France Télévisions, ça n'a servi à rien. Je serai administrateur de TF1, ça ne servira à rien non plus, parce qu'un chercheur, on s'en fout. Je dis, il est bien gentil, ce brave gars, mais ciao, ciao. Le boulot, c'est vrai, expliquez vos difficultés. Racontez, le récepteur n'est pas un con. Moi, ça fait 40 ans que je me bats pour dire, mais arrêtez de prendre le récepteur pour un con. Parce que dans les médias ou dans la pub, moi j'adore la pub et je suis patron de l'éthique publicitaire. Ça ne veut rien dire, mais on négocie les conflits. Un pubard intelligent, il sait très bien qu'on ne vend pas n'importe quoi à n'importe qui. Le récepteur est toujours intelligent, même s'il est analphabète. Les hommes sont toujours intelligents. Donc, par conséquent, quand vous avez un objectif de médias généraliste comme vous, c'est justement de dépasser toutes les différences. C'est pas de l'amour, gna 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 gna, mais par contre, c'est quand même un projet de faire cohabiter et expliquer vos difficultés. Et j'ai dit tout à l'heure, parce que je ne suis pas toujours bon en humour, mais l'humour, c'est un truc formidable. À la fois, c'est souvent au détriment de quelqu'un, donc c'est très méchant, l'humour, mais en même temps, c'est un clin d'œil, un raccourci d'intelligence. Et moi, je trouve que ces médias comme ça, quand on sourit devant son poste de télé, une cornée que vous racontez ou qu'on voit dans n'importe quoi, c'est gagné. Qu'est-ce qui est difficile, c'est que quelqu'un exprime un sourire. Et dites vos difficultés, vos échecs. Moi, je dis tout le temps aux hommes politiques, ils s'en foutent. Je dis, racontez quand vous vous trompez. Vous vous trompez 10 fois sur 10, c'est pas grave. Mais dites-le au moins 2 fois de temps en temps. Ils sont là, prétentieux sur 2. Là, il y en a un, il veut nous faire par son Tour de France, oublier toutes les conneries de... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bon. Là, on s'éloigne un peu du sujet. Mais non! On s'éloigne un peu du sujet. Mais je suis extrêmement sérieux, mais le problème, c'est vrai, j'aime la pub, j'aime la com, j'aime les médias. Alors, la pub, parce qu'il y a beaucoup d'annonceurs dans la salle, Oui. justement. Elle est souvent critiquée, elle est souvent décriée. La pub? Ouais. Évidemment. Et pourtant, les marques ont un rôle à jouer. Mais bien sûr. Alors, il y a 2 choses à dire. Les marques, elles ont une vraie responsabilité, mais il ne faut pas les charger de toutes les responsabilités sociales et politiques qui ne sont pas réussies par ailleurs. C'est-à-dire, une marque, c'est quand même pour faire du fric. Mais la marque, elle appartient à notre vie quotidienne. C'est quasiment de l'anthropologie culturelle. Et souvent, je dis aux marques, arrêtez de vous racheter les uns les autres et de faire disparaître les marques. Parce que vous ne vous rendez pas compte que dans la vie de millions de gens, Nestlé, je dis n'importe quelle petite TPE, c'est une petite boîte, mais Nestlé, comment les sous-marques de Nestlé ont permis à des garçons et des filles de vivre dans le monde entier, etc. Donc il y a une responsabilité sociale, mais il ne faut pas se mettre à dire, mais l'entreprise, c'est comme l'espace public, c'est comme l'espace politique, taratata. L'économie, c'est l'économie, la politique, c'est la politique. Donc la responsabilité des marques, elle est réelle à condition qu'on ne leur fasse pas jouer un rôle politique. Ça, c'est une perversion. Il faut demander aux politiques de savoir faire de la politique, mais pas aux économistes, on peut leur demander de réglementer, tout ce qu'on veut. Mais il y a une symbolique, oui, elle est de caractère anthropologique, la place de la marque. J'ai pas bien compris la disparition des marques. Quand on vous dit disparition des marques. Non, je n'ai pas dit disparition des marques. Non. Alors, je suis complètement gâteux. Non, ou je parle trop vite. Non, mais j'ai dit simplement qu'on dit aujourd'hui, les marques, si je prends tout le marché alimentaire ou agroalimentaire, on a vu les marques disparaître et d'autres apparaître. Si vous voyez, je ne vais pas dire la pub pour une marque, mais elles se reconstituent tout le temps. Mais elles ont une responsabilité, elles ne peuvent pas disparaître si facilement que ça, parce qu'elles font partie de la vie ordinaire des gens, de vous comme de moi. C'est notre quotidien. C'est un quotidien, On a des repères, c'est un repère. Avec légitimité, quand on fout son Nesquik tous les matins à 7h12, complètement abruti pour les gosses dans la tasse, là. Est-ce que Nesquik est dans la salle? Non, mais on s'en fout s'ils sont pas... Ça peut être du vin. Je plaisante. Oui, ça peut être du vin pour ce mot effrayant. Allez, on va se prendre un apéro. Et à partir de 18h15, tout le monde est bourré. Et vous comprenez, un petit apéro, ça mange pas de pain. Et c'est vrai que c'est fou quand on va le soir, surtout les bars dehors où ça picole. Bon, on fait ce qu'on peut. Mais oui, on fait ce qu'on peut avec nos tristesses et compagnie et nos désespoirs. Mais oui, parce que c'est ça l'existence. C'est plus on est libre, plus on est transparent, plus on peut parler. C'est formidable de dire je t'aime ou je t'aime pas, mais le problème c'est que la plupart du temps ça marche pas. Ouais. Donc du coup, bon. Donc je résume. C'est plus difficile d'être généraliste que d'être thématique. Vous avez une responsabilité sociale. Oui, ensemble, c'est un très beau mot, mais à ce moment-là, n'oubliez personne. 3, reconnaissez les erreurs. Comprenez toujours que le récepteur est intelligent, qu'il est dupe de rien, qu'il n'oublie rien. Et qu'il a envie d'être surpris. Et que les médias généralistes, ça peut donner des bonnes nouvelles, y compris dans les fictions et tout ça, parce que c'est très bien tout ce qui a été dit, mais tout, aborder tout. Le mot cancer, moi, quand j'étais gosse, on le disait, quand on disait quelqu'un a un cancer, on lui disait à l'oreille. Là, heureusement, les gens sont capables de dire, et on va le dire de plus en plus de manière banale, donc d'être capable de dire j'ai un cancer. On disait aussi, il n'y a pas encore si longtemps, une longue maladie. Oui, bien sûr. Ouais, on n'a qu'à voir les... On va dire cancer. Mais donc ça veut dire que donner la parole... j'ai bien aimé, quand la journaliste a dit tout à l'heure, il y a une forme de légitimité au JO. Oui, c'est vrai, dans le brouhaha infernal des réseaux sociaux et des chaînes d'infos. Oui, les chaînes généralistes
qui ont cet objectif d'avoir 2 fois par jour ces points de rencontre, oui, c'est dans la société culturelle forte et politique. Et donc, il y a une solennité. Ouais. Et donc, il faut l'assumer, il faut être capable de faire, mais les gens l'acceptent, de faire à la fois de la folie, de faire à la fois, je pense au mot simple, tradition et patrimoine. Ça a l'air con à dire, mais plus les sociétés vont vite, plus on nous demande de nous adapter, plus on nous demande d'être dans un univers technique, plus il faut valoriser l'identité et le patrimoine. Dans la mondialisation, on dit qu'il ne faut pas d'identité, parce que c'est la mort, c'est la guerre. Mais dans un bordel infernal comme est le monde aujourd'hui, heureusement qu'il faut défendre les identités. Donc il faut que les médias généralistes, mais vous le faites, hein, je ne fais aucune critique. Je déteste les intellectuels qui arrivent comme ça, supposés savoir tout, alors qu'on ne sait rien du tout la plupart du temps. Mais ce qu'apportent les médias, et la radio avant vous, parce que moi je suis un amoureux fou de la radio, parce que la radio c'est à la fois la voix, donc ce qu'il y a de plus humain, et la chanson, la chansonnette. C'est ça. Et la première outil de la liberté politique, c'est d'être encore du temps à la radio, sauf les radios. Bon. Et vous venez derrière. Mais le média généraliste, il a une responsabilité sociale, pas au sens d'un curé. Tiens, d'ailleurs, il faut faire venir plus les curés, ils sont tellement chiants. Il faut les faire parler, il faut faire venir les militaires. Les militaires, ils sont bien arrivés par toutes les informations maintenant qui sont sur les chaînes d'infos. Mais tous les groupes, les médecins, bon, ils ont pris un peu trop de pouvoir pendant la... Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que si on veut maintenir le lien social, qui n'est jamais acquis, mais qui est toujours quelque chose qui est absolument indicible, il faut que l'ensemble des groupes socioculturels puissent cohabiter. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais voilà. Et comme je dis toujours, un média généraliste, c'est on veut voir la météo, mais on se tape tout le reste. Et dans un journal, on veut voir le sport et on se tape tout le reste. Donc c'est un défi formidable vers l'autre. Mais, comment dirais-je, expliquez vos difficultés, expliquez vos échecs, dites ce que vous avez voulu faire. Et je pense que ça, les gens sont heureux quand ils s'aperçoivent que cette machine... Quand on se trompe, on le dit, on se trompe, heureusement, voilà, heureusement pas tous les jours, vous mais... ne vous trompez pas souvent. Hein. J'aurais pas dû aller là-dessus. Messieurs les dirigeants, jamais dû aller là-dessus. C'est quand même formidable. C'est comme on a vu des images d'ensemble tout à l'heure. Moi, je dis, tiens, ils vont foutre des images de France Télévisions. Eh bien, c'est raté. On a eu du TF1. C'était notre clip devant l'Arcom. Compris. On n'allait pas quand que ça même vous faire coûterait Mais vous avez les mêmes défis que France Télévisions. Mais pour moi, je dis ça avec intérêt. À un moment donné, j'avais œuvré, mais ça n'a pas marché, à ce qu'il y ait un rapprochement entre TF1 et France Télévisions, et ça a failli marcher. Oui, c'est loupé. Ça a loupé parce que les dirigeants sont morts, donc ça arrive. Mais je voulais que sur certaines opérations, par rapport à la fragmentation, la segmentation, qui est quand même le défi numéro 1 de demain, comprenez, libre mais seul, voilà. C'est ça, échapper à cette tragédie. On est libre mais on est seul. Et le problème, c'est pas d'être seul, quand même, parce que c'est la question de l'amour qui nous définit. Donc, par conséquent, les médias, et les vôtres en particulier, mais c'est vrai, faire de temps en temps des coopérations France Télévisions publiques, télévision privée, ce n'aurait rien de scandaleux. Parce que dans la mondialisation, les médias généralistes sont en très mauvaise position. Les réseaux bouffent l'espace et compagnie. Et donc, par conséquent, il y a une vraie question. À quoi ça sert un média généraliste? Et je vous rappelle, le débat qui a eu dans les années, il y a 30 à 40 ans, il n'a pas changé du tout. Il est même plus grave aujourd'hui. Je reviens sur notre route, celle concernant le lien social, les médias, vous en avez parlé, les annonceurs, la pub. Est-ce qu'il y a des messages à envoyer aux annonceurs pour justement être générateurs de liens sociaux? Moi, je suis soi-disant président du comité d'éthique de la pub en France. En gros, on arbitre les conflits entre les marques, les médias et les agences. Et je dis à tout le monde, et c'est pas de la faute de ce monde de la com, c'est que la tyrannie de la bienséance, la tyrannie de l'ordre moral est effrayante. On ne peut plus rien dire sur un gros, sur un petit, sur un PD, sur une femme, sur un homme, parce qu'on est toujours un salaud. D'accord ? Donc le problème, c'est qu'il n'y a plus d'inventivité possible, parce que naturellement, inventer, c'est toujours dire quelque chose contre quelqu'un. Donc une des responsabilités morales, culturelles du monde de la pub et de la com, c'est naturellement d'avoir de l'innovation. Mais les forces publiques sont effrayantes. Le nombre de fois, ils sont tous convoqués dans un sous-ministère quelconque, les pubards ou les régulateurs, parce qu'on leur dit « Attention, vous allez trop loin, il faut faire du bon sentiment ». On crève du bon sentiment. La pub, elle ne peut vivre que dans un peu de folie. C'est comme les dessins comment on appelle ça, les dessins de la presse quotidienne. Donc, par conséquent, je dis à ce milieu-là, on vit dans une contradiction qui m'intéresse. Tout est possible, on peut tout faire, tout est conformiste. Le conformisme est effrayant. Si vous ne pensez pas comme les autres, donc il faut que... Les pubs Benetton, par exemple, oui. en 4x3, aujourd'hui, ce serait pas forcément possible. Non, ça ne passerait pas. Mais le nombre de pubs qui ne passent pas par autocensure, c'est fou. Je ne dis pas que les pubards sont des génies, ni que les marques sont des génies, mais s'il n'y a pas un peu comme ça ne sert à rien d'avoir une soi-disant société transparente, qui n'est transparente de rien d'ailleurs, qui est très conformiste, si jamais il n'y a pas des groupes
qui foutent un peu le bordel. Le monde, mon Et est-ce qu'on univers- peut rassembler en foutant le Mais bordel, oui, comme vous le dites? la grande Ou est-ce qu'il ne faut pas essayer d'être le plus large possible et le plus rassembleur Mais possible? pas à n'importe quelle condition. Je prends les profs. Les profs, et jusqu'au monde académique. C'est mon univers. Écoutez, l'intelligence des profs, des instituts qui vont jusqu'en dans les crèches et compagnie, mais c'est hallucinant. Il y a une vision du monde qui n'est pas retransmise. Quand j'ai parlé des curés tout à l'heure, c'est pas forcément intéressant, mais ils portent une vision du monde. Les militaires, c'est pareil. Le monde académique est complètement écrasé. Nous, les universitaires, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? De foutre les gosses, les étudiants, en stage à partir du mois de février, donc on ne fout plus rien après. Après, ils sont sous la tyrannie des entreprises qui leur font faire des photocopies. Et les gosses reviennent pour à peu près 2 photocopies par an, par jour, je veux dire. Et ensuite de ça, ils reviennent et on leur dit il faut vite se préparer au monde de demain. Mais comment? Le but de l'éducation, c'est pas de préparer quelqu'un au monde de demain. C'est de préparer quelqu'un à réfléchir de manière critique sur le passé, l'histoire et à sortir les utopies. Si on ne sort pas les utopies qu'on a dans le crâne entre 15 et 30 ans, on ne les sortira pas à 80 ans. Donc, le fait que l'école soit devenue un truc d'apprentissage du monde économique et non pas un truc de rêverie, c'est grave. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, par conséquent, le rôle des médias... Donc c'est bien, il y a bien un public, vous merci, voyez. ça me fait plaisir, parce que je parle trop vite, j'y merde, tu suis pas le fil... j'ai dit pas le quart Ça, de je ce vous que j'avais dit. confirme que l'interview, c'est là, je peux mettre ça là. Non, c'est pas l'âge, hein, c'est dégueulasse. Ah, le salaud. Il y a des gens qui sont très vieux, Oui, il y a des gens qui sont très vieux, très jeunes. Hein. Non, c'est pas Si. du tout ce que je voulais dire. Alors moi, je m'en fous, je l'assume mon âge. Quoique cette année, ça m'est tombé sur le coin de la gueule. Et j'ai une copine qui m'a dit une phrase vachement bien. Je cite, je dis jamais plus mon anniversaire parce que je trouve ça dégueulasse qu'en une nuit, on perd un an. J'ai dit, putain, c'est intelligent cette phrase. Et je l'adore. Alors moi, c'était la première fois, je dis, merde, quand même, t'as plus de 75 ans, alors ça, c'est une horreur. Mais je m'en fous, je suis encore en forme. Hein. Oui, on le voit. On le voit. Mais, ça, c'est le Nesquik de 7h12. Oui, alors je veux dire, le monde de la com n'assume pas assez sa folie. Les tragédies, on en a parlé. La seule chose que je reprocherais pas, je reprocherais rien à TF1, faites attention qu'on vous dise pas à un moment donné, vous êtes trop propre, bien élevé, sage et bien habillé. C'est-à-dire qu'il faut que vous restiez fou quand même, un peu. Et pas moins fou que les réseaux. Et arrêtez de dire dans la moitié des journaux, alors qu'est-ce qu'il y a sur les réseaux aujourd'hui? Les réseaux, c'est 100 fois plus facile de faire du réseau que de faire une chaîne de radio-télévision généraliste. C'est-à-dire valoriser ce que vous êtes. Et là, quand même, on n'est pas dans cet univers-là. Parce qu'il faut dire une chose très importante, la communication, c'est un conflit entre l'homme et la technique. La technique bouffe tout dans l'audiovisuel, tout, il n'y a qu'à voir aujourd'hui. Et quel est le secteur de communication qui a réussi à résister? C'est le cinéma. Les techniques dans le cinéma, elles ont prodigieusement changé en un siècle. Et le cinéma reste quand même une histoire d'un fou qui essaie de chercher d'autres fous, le public. Donc la technique n'a pas bouffé le cinéma. Et nous, dans l'audiovisuel, on est exactement dans cette situation. Jusqu'où est-ce qu'il peut y avoir d'innovation? Beaucoup moins qu'on ne le croit dans le numérique. Et à partir de quand, ce dont est porteur le monde audiovisuel est 10 fois plus fort. Mais pourquoi vous dites que la technique a pris le dessus sur la télé? Parce que quand on dit, mais écoutez, on s'en fout du lien social, ce qu'il faut, c'est de la segmentation et de l'interactivité, que chacun fasse ce qu'il veut quand il veut, c'est quand même une tendance qui monte dans le monde entier. Pour l'instant, elle est gratuite, la segmentation, elle va être payante demain. Mais quand les gens disent, mon Dieu, je prends un exemple très simple, le débat sur l'IA. Avant, ça ne s'appelait pas l'IA, avant, ça s'appelait les autoroutes de l'information, avant, ça s'appelait, quand on reprend les mots, quelqu'un tout à l'heure, ma collègue universitaire a dit, c'est fondamental les mots. Là, vous pouvez pas une journée ouvrir quelque chose qui va vous dire, putain, l'IA, on s'y adapte en combien de temps? C'est quoi la tyrannie idéologique de la technique? C'est il faut s'adapter. Mais non, il faut critiquer. Les tuyaux, il faut les critiquer. Il ne faut pas s'y adapter. Il faut s'y adapter, mais il faut aussi les critiquer. Et si on ne les critique pas, on en est à ce moment-là complètement dominé. Et quand les pauvres chouchous, les pauvres gosses, on leur fout une bécane à 6 mois, j'exagère, mais si on pouvait leur foutre du numérique dans le biberon, on le ferait. Parce qu'on pense que si on fout du numérique partout, on sera plus intelligent. Le cœur de l'idéologie technique, c'est ça. C'est de croire que si vous savez utiliser un ordinateur, c'est que vous êtes plus intelligent. Mais pas du tout. Un analphabète ou un Amérindien, il ne sait pas du tout utiliser, on s'en fout. L'intelligence, ce n'est pas fonction de cette capacité à s'adapter au tuyau. C'est de le maîtriser, de le dépasser. Et donc, ce que représente le monde audiovisuel, la radio-télévision, dans l'histoire de la communication, c'est une rupture politique gigantesque, démocratique, puisqu'on prend au sérieux tout le monde à qui on envoie un son ou une image. Donc, à chaque fois qu'il y a des changements techniques, c'est pas dire « Oh ben non, finalement, le sens de la radio et de la télévision est mort, il y a autre chose ». Le papier, prenez le papier, le journal ou le livre, il y a plein de cons qui disent « Ah, c'est fini les journaux, on a tout sur nos écrans ». Mais vous vous rendez compte, si vous avez tout sur les écrans, mais cet appauvrissement esthétique, invraisemblable, éthique, tout ce qu'on veut,
Bien sûr qu'il faut bien sûr qu'il faut des grèves. Bien sûr qu'il faut que des mécanismes. Moi, j'attends des réseaux d'Internet qui tombent en panne. Je ne parle même pas d'actes politiques. Imaginez le monde en panne d'Internet pendant une journée. C'est une occasion de méditer. Qu'est-ce qu'on fout? Les mails, vous et moi, on dépense une énergie folle à régler des mails qui n'ont aucun intérêt. Et on est content quand on a répondu à tous nos mails, on n'a rien foutu d'autre. Nul n'est parfait, c'est vrai. Voilà. Le mail, c'est un emmerdeur. 30 secondes, un message fort si on doit garder un message fort par rapport à notre thème du matin. En 30 secondes. Le thème du matin, c'est... Non, je mange. C'est Attendez. peu ou prou le partage, Alors, ensemble, le lien social. Non, mais j'ai pas fini. Mais attendez, pardonnez-moi, j'ai pas fini. Il m'a posé une question, j'ai même pas répondu. Non, c'était la première, mais c'était il y a 25 minutes. Là, on va pas y arriver, Dominique. Non, mais je suis pas si gâteux que j'en ai l'air. Hein. Alors, premièrement, la question centrale, c'est l'autre du XXIe siècle. C'est-à-dire comment ne pas se battre dans un univers qui, techniquement, permet de nous voir tous, donc de réaliser qu'on n'a rien à se dire. Parce que c'est la grande question du XXIe siècle. Oui, techniquement, on peut tout faire, mais humainement, comment faire pour ne pas se tuer? Et ça, c'est un enjeu politique gigantesque, ou d'anthropologie politique. Et les médias jouent un rôle essentiel là-dedans, parce que ce sont les seuls qui conservent aujourd'hui, avec l'armée, pour le cas de la guerre, et il n'y en a pas 50, l'enseignement dans le cadre de la transmission des valeurs dans l'éducation, les médias généralistes, publics ou privés, c'est le même enjeu, ont une responsabilité, et comment dirais-je, oui, un truc que je trouve extraordinaire, parce qu'ils essayent, dans ce bordel de l'atomisation, de la segmentation, d'essayer de trouver les points communs. Et ça, ce ensemble qui est très beau comme mot, il va absolument dans ce sens-là. Maintenant, ça vous oblige à avoir comme une sensibilité et une ouverture, et comment dirais-je, même si ça fait des conflits entre vos téléspectateurs, bien sûr qu'il faut continuer à travailler avec les réseaux, mais à 20%. Le défi, il est ici, il n'est pas sur les réseaux. Parce que quand un réseau marche bien, les patrons de réseau, au bout d'un moment, ils ont envie d'aller dans les médias. Parce que qu'est-ce qui fascine un réseau? Comme qui fascine les médias? C'est le grand public, c'est le monsieur n'importe qui. Et le grand public, ce sont les médias. Mais c'est le monsieur et madame n'importe qui. Et c'est la même chose pour la démocratie. Le génie de la démocratie, bien sûr qu'il n'y a pas d'égalité entre nous, mais d'avoir inventé ce concept que finalement on est tous égaux pour créer la légitimité politique, c'est un défi d'une grandeur gigantesque. Et vous avez le même... c'est pour ça que j'ai chair de poule en vous disant, et je vous dis de grâce, investissez, je finis là-dessus, investissez sur la question de l'Europe. Et je vais vous dire une chose que j'adore sur la question de l'Europe. Les informations sont nulles les trois quarts du temps. On voit un conseil européen, on voit les bagnoles qui arrivent, les bons hommes et les bonnes femmes qui sortent, les mecs a grossi, donc il fait son truc, la fille, bon bref, chiant. Et il y a par contre une image merveilleuse qui renvoie sur l'Europe, c'est le conseil est terminé, par un échec comme toujours. Donc, il va falloir retrouver une date où les 27 vont devoir se retrouver, les 27 ont peu du temps, c'est pas évident. Et il y a toujours un brave caméraman, on lui a dit à TF1 ou à France Télévisions, tiens, fais-nous une image. Donc tu as un gars qui rentre dans la salle. Et j'adore, parce que qu'est-ce qu'on voit dans la salle? Les 27 chefs d'État et de gouvernement, ils se remettent leurs trucs, ils refoutent leur cravate, ils font leur cartable, certains s'embrassent, d'autres se font bonjour. Et d'un seul coup, on se dit, putain, ils sont d'accord sur rien. Mais il y a une telle fraternité entre eux, à se voir et à travailler, que c'est ça qui est important. Et moi, j'ai envie de dire, prochaine fois que vous enverrez vos équipes, dites-leur de bien rester longtemps. Parce que ce sont des êtres humains ordinaires, rien ne marche, c'est le bordel partout, mais ils continuent à faire cette Europe. Et on peut le voir. Ils sont vieillissants, ils sont grossissants. Enfin, la vie, quoi. Mais quand même, ils continuent à dire, merde, il va falloir que je les revoie dans 2 mois. Merde, ils me font chier. Voilà. Et de montrer ça, c'est une utopie formidable, optimiste. Ah bah, c'est un beau de la fin, c'est sympa. Merci beaucoup, Dominique.